Bonjour. Parmi les singularités que l'on peut rencontrer dans un canal ou dans une rivière, une des plus courantes est le rétrécissement ou l'élargissement local. C'est ce que nous allons étudier plus spécialement aujourd'hui. Pour ça, nous allons d'abord émettre une hypothèse pour pouvoir résoudre le problème sans trop de difficultés, et puis on abordera tour à tour le rétrécissement et l'élargissement. Nous nous rappelons qu'il existe des faibles pentes, des fortes pentes, en fonction de la position relative de la profondeur uniforme et de la profondeur critique. Nous avons également en mémoire le fait que, au-dessus de la profondeur critique, les lignes d'eau sont contrôlées par l'aval. En dessous de la profondeur critique, elles sont contrôlées par l'amont. Et nous avons développé les différents types de lignes d'eau ou d'axes hydrauliques qui peuvent se présenter en faible pente et en forte pente. Tout cela va nous servir, bien entendu, pour décrire ce qui se passe dans le cas d'un changement de largeur. Ces changements de largeur sont assez courants. Comme je vous l'avais dit au début, vous avez ici l'exemple de ce qui se passe au droit d'un barrage, où la rivière doit se diviser d'une part entre un chenal vers le barrage et un chenal vers une écluse, ce qui fait que cette rivière automatiquement subit des élargissements et puis des rétrécissements après le barrage. Et bien sûr, nous devons être capables de calculer la ligne d'eau aussi dans ce genre de cas-là. Pour ça, on va faire une hypothèse simplificatrice de façon à pouvoir raisonner de manière plus simple. Et cette hypothèse, c'est de dire qu'on va supposer a priori que nous avons affaire à un canal rectangulaire large dont la profondeur est faible par rapport à la largeur. Ce qui nous permet de négliger H sur L par rapport à 1 et de considérer que le rayon hydraulique est très proche d'être la profondeur elle-même. Voyons d'abord le cas d'un rétrécissement. Alors, un rétrécissement, bien entendu, se présente quand le canal est effectivement rétréci pour une raison ou pour une autre, mais nous trouvons également des rétrécissements dans le cas, par exemple, de piles de pont dans la rivière. À ce moment-là, l'écoulement doit se faire à travers une largeur plus petite, ou même dans le cas où il y a des obstacles dans la rivière, ces obstacles diminuant finalement l'aire offerte à l'écoulement. Quelles sont les propriétés qui vont être modifiées par un changement de largeur, dans le cas d'un rétrécissement, par une diminution de la largeur? Nous voyons que cela va concerner d'abord l'énergie spécifique en fonction de la profondeur. Si on écrit pour une section rectangulaire large l'énergie spécifique, on voit que L se trouve au dénominateur du second terme, et donc si L diminue, ça veut dire que automatiquement l'énergie spécifique pour une profondeur donnée augmente. Et donc ça veut dire que si on dessine la ligne d'énergie spécifique, le diagramme d'énergie spécifique en fonction de la profondeur, celui qui correspond à la section la plus étroite va se trouver au-dessus du diagramme qui correspond à la section la plus large. Même raisonnement pour la profondeur critique. Si on écrit l'équation de la profondeur critique, on voit qu'on a L carré HC cube. Ça veut dire que si L diminue, automatiquement HC va augmenter. Et donc, revenant à notre diagramme d'énergie spécifique, on va voir que le point C2, sur la section étroite, va se trouver à droite du point C1 pour la section la plus large. H2 est plus grand que H1, ou HC2 est plus grand que HC1. Enfin, pour la profondeur uniforme, même genre de raisonnement. De nouveau, L et H se trouvent dans un produit qui doit être constant. Si L diminue, HU va augmenter. Et donc, les points représentatifs du mouvement uniforme U2 et U1 U2 va se retrouver à droite de U1, HU2 est plus grand que
HU1. Et donc nous avons là tous les éléments pour voir ce qui se passe dans un canal dont la largeur diminuerait localement. On va faire l'hypothèse que l'on connaît la profondeur critique, qui correspond au point C1 et C2, et on a les deux profondeurs uniformes HU1 et HU2. Ici, on se garde bien de les relier entre elles, puisque, évidemment, la profondeur uniforme n'a pas de sens dans la partie non prismatique du canal. Et nous savons, nous imposons l'idée que loin à l'amont, loin à l'aval, c'est la profondeur uniforme qui va prévaloir. Nous allons rajouter une idée complémentaire, parce que si nous regardons les lignes d'eau qui sont à notre disposition en faible pente de fond, nous voyons qu'il y a des lignes d'eau qui quittent la profondeur uniforme, il n'y en a aucune qui nous mène vers la profondeur uniforme. Et donc ça veut dire que nous devons, dès le départ, d'emblée, nous retrouver à la profondeur uniforme dans la partie rétrécie du canal. Donc c'est un point de passage obligé. Voyons comment tout cela se traduit sur le diagramme d'énergie spécifique. Finalement, nous partons d'un point A pour la section plus large vers un point B pour la section plus étroite, chaque fois le point U1, le point U2, la profondeur uniforme. On voit que pour aller de A vers B, il n'y a pas tellement le choix. Nous devons suivre les flèches, et pour suivre les flèches, ça veut dire qu'on va augmenter notre énergie spécifique, et on va l'augmenter même un peu au-dessus de la valeur de l'énergie spécifique en B, de telle manière à ce qu'il nous en reste un peu pour franchir l'obstacle de passer de la courbe L1 vers la courbe L2. Voyons comment cela se traduit au niveau de la ligne d'eau. On part de U1, on a la montée en énergie spécifique qui correspond à une ligne d'eau M1 qui nous mène jusqu'au point 1. Entre 1 et U2, la ligne d'eau va s'abaisser, et en U2, nous nous trouvons d'emblée avec l'axe uniforme MU. Ce qui nous donne donc la figure suivante, figure qui doit nous interpeller un peu, puisque ça veut dire qu'en rétrécissant le canal, nous montons le niveau d'eau. Au lieu de HU1, nous avons HU2, mais nous le montons même davantage au point 1, et donc, par exemple, nous augmentons des risques d'inondation si ceux-ci existaient a priori. Voyons comment on peut faire le calcul en pratique. Comme on se trouve partout au-dessus de la profondeur critique, nous avons affaire à une ligne d'eau contrôlée par l'aval. Et donc, on va commencer le calcul en calculant HU, HC, en vérifiant qu'on est en faible pente de fond, et en sachant que l'on va démarrer le calcul à partir de l'aval avec une ligne d'eau uniforme MU. Ensuite, nous allons aller de U2 vers le point 1 en utilisant l'équation de Bernoulli une fois ou plusieurs fois, ça dépend de la précision que l'on veut obtenir. Et puis à partir du point 1, on va pouvoir calculer la ligne d'eau M1 qui est bien une ligne d'eau d'aval et nous avons ainsi le calcul complet. Essayons de comprendre par un exemple. Nous avons ici un canal dont la largeur passe de 100 mètres à 60 mètres. Et nous avons déjà dessiné un petit bout de ligne d'eau à la profondeur uniforme à l'aval, c'est-à-dire à 7,81 mètres. On va développer un axe MU à partir du point qu'on aura trouvé, qui est toujours à la profondeur 7,81 mètres. On va calculer par l'équation de Bernoulli la ligne d'eau entre U2 et 1. Et nous voyons qu'effectivement le point 1 est à 8,16 mètres, donc plus haut que les 7,81 de la profondeur uniforme en U2. Et puis à partir de là, nous pourrons développer un axe M2. Et donc nous sommes capables de dessiner la ligne d'eau, mais nous sommes aussi capables d'annoncer le surhaussement de la ligne d'eau au point 1, qui est en général le plus gros problème qui se pose dans ce cas de rétrécissement local. Pour terminer, ici un exemple d'un rétrécissement local important, et nous voyons effectivement que
au début du rétrécissement, il se passe pas mal de choses du point de vue de la ligne d'eau. Je vais ensuite passer la parole à Adermus pour exposer ce qui se passe dans le cas d'un élargissement. Bonjour. Yves Zek vous a exposé le cas d'un rétrécissement en canal ou en rivière. Je vais vous présenter le cas inverse, celui d'un élargissement. Comme vous le voyez dans la table des matières, nous devons distinguer le cas d'un élargissement modéré du cas d'un élargissement plus important. Nous comprendrons plus tard le pourquoi de cette distinction. Un élargissement peut se présenter par exemple pour assurer un espace de stationnement pour les bateaux ou tout simplement lors d'un changement de forme de la section. Que l'élargissement soit modéré ou non, on retrouve les mêmes conclusions que pour le rétrécissement, mais inversées. Si la largeur augmente, l'énergie spécifique pour une profondeur donnée diminue, ainsi que la profondeur critique et la profondeur uniforme. La courbe de l'énergie spécifique pour la largeur L2 se trouve donc en dessous. Le point C2 qui correspond à la profondeur critique est à gauche du point C1 et le point U2 de la profondeur uniforme à gauche des U1. Supposons le cas d'un élargissement depuis la largeur L1 jusqu'à la largeur L2. En utilisant à nouveau l'asymptote à 45 degrés du diagramme d'énergie spécifique comme d'une ligne de renvoi, on peut dessiner les profondeurs critiques HC1 et HC2 ainsi que la transition entre les deux. On procède de même pour les profondeurs uniformes, mais sans faire apparaître de transition, puisque, par définition, la profondeur uniforme n'existe pas dans un tronçon non prismatique. On suppose que la profondeur uniforme raye loin à l'amont et loin à l'aval et on cherche la ligne d'eau entre les deux. On voit que la pente hydraulique est faible puisque HU est plus grand que HC. Si on se rappelle les lignes d'eau correspondant à ce cas, on voit qu'il est possible de s'écarter de la profondeur uniforme, mais pas de s'en approcher. Donc, dans la partie élargie, on doit se trouver d'emblée à la profondeur uniforme HU2. Raisonnons sur la courbe d'énergie spécifique. On part du point rouge A et on doit arriver au point rouge B. Il faut donc perdre de l'énergie spécifique, ce qui est possible en suivant la flèche. On descend, mais pas trop, pour garder un peu d'énergie à perdre dans la transition entre les deux largeurs. On s'arrête donc au point 1 et on franchit la transition pour arriver directement sur le point U2. Si on avait visé un autre point de la courbe L2, les lignes d'eau possibles s'éloigneraient toutes du point objectif. Il faut donc viser directement le point U2. Voyons comment cela se traduit en termes de lignes d'eau. On démarre au point U1 et on rejoint le point 1 via une ligne d'eau de type M2.
La transition entre 1 et U2 correspond à une augmentation de la profondeur qui nous permet de rejoindre la profondeur uniforme HU2 et une ligne d'eau MU. On voit le schéma de principe d'une telle ligne d'eau. Une ligne d'eau M2, une dépression au point 1 et une ligne d'eau MU. Il est intéressant de remarquer que si nous avions simplement estimé l'abaissement du niveau d'eau en calculant la profondeur HU2, on aurait manqué le point 1 qui est encore plus bas. Dans le cas d'un canal navigable, les bateaux pourraient toucher le fond sans qu'on s'y attende. On observe aussi que toute la ligne d'eau est au-dessus de la profondeur critique. La ligne d'eau est donc contrôlée par l'aval et c'est à partir de l'aval qu'on calcule MU, puis la transition de U2 vers 1 par Bernoulli et enfin la ligne d'eau M2. Vous verrez à travers les quiz que tout cela n'est pas trop compliqué. Cependant, dans le cas de l'élargissement, si celui-ci devient trop important, les choses se compliquent un peu. C'est le menu de la prochaine leçon. À bientôt.